Le PSG a-t-il raté ou réussi son mercato? Salut tout le monde, c'est TMF et c'est le genre de question qui sur le papier est extrêmement simple mais qui en réalité est immensément complexe. Déjà parce que j'ai l'habitude de dire que réussir son mercato, c'est pas forcément réussir sa saison, et ce que je veux dire par là, c'est que souvent la réussite réelle d'un mercato, on la mesure pas au début du mois de septembre ou même au cours du mois d'août, mais au fur et à mesure que les mois de compétition avancent, parce que c'est là qu'on va déceler le fait que certaines bonnes affaires sont en réalité de gigantesques bids, ou que certains recrutements qui se sont pas faits auraient été indispensables. Mais alors dans le cas du Paris Saint-Germain, c'est encore plus complexe de répondre à cette question parce qu'on a affaire à un mercato d'ajustement. Et c'est avec ça qu'on va commencer la vidéo. En fait, le PSG est une équipe qui, je pense que vous êtes au courant, a gagné la Ligue des Champions, et c'est jamais simple de renforcer une équipe qui sur le papier a tout gagné, et ça te permet pas de recruter comme si tu étais dans un fantasme de partie de football manager. Même pour les footix qui pensent que tu as le chéquier illimité, eh bien tu te rends bien compte qu'en fait il y a un équilibre de groupe à respecter. On parlera principalement des deux recrues qui sont arrivées du côté du Paris Saint-Germain, mais pour évaluer la partie achat, je parlerai également des recrues qui ne se sont pas faites. Alors je vais pas parler d'un nom précis parce que je considère que vu que les noms précis ne se sont pas faits, ça a très peu d'intérêt, mais plutôt de ce qui aurait pu être des besoins du côté du Paris Saint-Germain et des postes qui se sont pas renforcés. On parlera également de la partie vente, parce qu'on a toujours tendance à évaluer un mercato à l'aune des recrutements, mais dans le cas d'un mercato d'ajustement, réussir son mercato, c'est également réussir ses ventes. Et enfin, je vous donnerai un petit bilan global de ce mercato parisien où, je vais le dire, je trouve qu'il y a des choses extrêmement intéressantes, mais également quelques petites frustrations, et où je suis très curieux de voir comment va tourner la saison, mais bon, je vais pas spoiler et je vais développer au fur et à mesure. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Comment renforcer une équipe qui a déjà tout gagné? C'est un petit peu la problématique du Paris Saint-Germain au cours du mercato estival, et c'est un petit peu ce à quoi ils ont essayé de répondre. Le gros enjeu, c'est évidemment de ne pas casser l'équilibre d'un groupe, parce que finalement, la victoire d'une équipe, c'est le talent footballistique brut qui s'exprime. Bien évidemment, au Paris Saint-Germain, tu as d'excellents joueurs, mais c'est également la cohésion d'un groupe, c'est également l'entente entre différentes personnalités, et c'est également l'entente entre différents profils tactiques, ce qui fait que sur le papier, t'as des joueurs qui pourraient peut-être venir améliorer l'équipe si t'étais dans une partie de FIFA, mais en réalité, même un joueur meilleur peut casser une cohésion qui est toujours fragile, et c'est très complexe de renforcer ce type de formation. Mais pour autant, il faut pas tomber dans le piège inverse du côté du Paris Saint-Germain, qui est celui de l'immobilisme. Combien de grandes équipes se sont reposées sur leur acquis? Combien de grands joueurs se sont endormis après avoir tout gagné? Et finalement, là, tu peux très vite rentrer dans un cercle vicieux où ces joueurs sont dans des fauteuils de sénateurs, tu les prolonges avec des salaires extrêmement importants, ils ont plus le goût de la gagne, ils sont plus concurrencés parce qu'ils ont un peu le statut de monstre sacré dans le club, et du coup, tu te retrouves avec une équipe qui a tout gagné, mais qui a l'air d'être une équipe d'immenses tocards en seulement quelques mois de compétition. Donc en fait, c'est un jeu d'équilibre, et c'est ça que je trouve intéressant. Dans un monde du football où les analyses se font souvent un grand coup d'avis tranché, où un joueur est nul, où un joueur est formidable, où il faut absolument vendre, où il faut absolument acheter, en réalité, le mercato du PSG, il demande un petit peu plus de nuances et un petit peu plus d'intelligence. Et en plus, il y a un autre challenge au fait de pas casser cet équilibre fragile, c'est le fait qu'il faut penser l'avenir également. Si on parle des problématiques parisiennes, moi je pense à ton capitaine Marquinhos, qui a pas toujours été impérial tout au long de la saison, mais qui est quand même un joueur qui est important, qui est quand même un joueur qui doit garder sa place au sein du Paris Saint-Germain, mais tu sais que dans quelques années, et peut-être même plus vite que tu le penses, il sera pas là. Mais très bien, comment tu prépares la suite pour Marquinhos? Et en fait, c'est assez intéressant de voir la confiance qui est accordée à Luis Enrique et à quel point c'est lui qui va marquer le mercato. Alors si j'arrive très concrètement dans les enjeux, je vais parler déjà de ce qui a été identifié de manière assez évidente à mes yeux. Pour moi, tu avais besoin d'un défenseur central. On parlera évidemment de Zabarni, mais tu t'es rendu compte que Beraldo a eu un très grand temps de jeu. Beraldo est un bon défenseur. Moi, j'ai été dans ses grands avocats au moment où il était le plus critiqué, parce que je considère que c'est un vrai talent, qu'il est certes très imparfait, qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut lui reprocher de manière extrêmement légitime, mais dans un club comme le Paris Saint-Germain, c'est pas déconnant de te dire que
Oui, t'as ta charnière Pacho Marquinhos, mais que derrière, t'as besoin d'avoir un remplaçant qui est capable de challenger un petit peu plus. Et Lucas Hernandez, vu son état physique depuis son retour de blessure, on peut se dire que c'est pas exactement une solution de très très haut niveau, surtout qu'on le voit finalement un peu plus latéral gauche. Donc il te fallait, à mes yeux, à la fois un défenseur central pour faire la profondeur de banc, mais je vous parlais de préparer l'avenir. Donc pour moi, il fallait également un mec qui ait les épaules nécessaires pour prendre la suite de Marquinhos. Et j'ai même envie de dire, et je le redis, je suis peut-être un peu sévère là-dessus, mais que Marquinhos, je l'ai pas trouvé impérial tout au long de la saison. Un numéro 1 bis qui peut venir le concurrencer, ça apparaissait comme étant indispensable à mes yeux. Ce qui est très complexe à aller chercher, parce qu'on parle à la fois d'un joueur qui peut se développer à l'avenir, à la fois d'un joueur qui peut accepter le fait d'être remplaçant et à la fois d'un joueur qui peut devenir titulaire tout de suite et qui en a de toute façon assurément les capacités à court voire à moyen terme. C'est une perle rare parce qu'en termes de management, c'est le genre de profils qui sont hyper complexes à aller chercher. Ensuite, moi, j'avais envie d'avoir un profil offensif supplémentaire du côté du Paris Saint-Germain. Si on prend par exemple un mec comme Asensio, il a été vendu, on y reviendra, il n'est pas une perte majeure pour le Paris Saint-Germain, de toute façon il était en prêt, mais s'il a débarqué dans l'effectif à un moment, c'est pas pour rien, c'est parce que t'avais le sens d'avoir un offensif supplémentaire dans cette équipe. Et je me suis dit, ok, un mec comme Dembélé, il a fait une deuxième partie de saison exceptionnelle, mais un mec comme Dembélé, il faut pas oublier qu'il peut se blesser. Et d'ailleurs, il a une petite alerte physique qui, à mon avis, n'est pas vraiment grave, mais qui rappelle que oui, c'est un joueur qui a été fragile à un moment. Et surtout, quand on regarde les minutes de jeu d'Ousmane Dembélé la saison passée, s'il s'est pas pété, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il a été très bien géré et qu'il a pas eu tant de minutes de jeu que ça. Eu égard un joueur qui est crucial dans une équipe comme le PSG qui dispute absolument toutes les compétitions. Je me disais également qu'un joueur comme Désiré Doué, s'il a explosé, il aura forcément un passage à vide. Il faudra un petit peu de concurrence, qu'en plus ce même Désiré Doué peut évoluer au milieu de terrain, que Gonzalo Ramos c'est un joueur qui est très situationnel, qui va pas pouvoir entrer dans toutes les configurations de match. Donc en fait j'aurais bien aimé voir un profil offensif un peu polyvalent du côté du Paris Saint-Germain. Et puis je me disais également, si tu as une vente qui se dessine soit de Gonzalo Ramos, soit de Kang In Lee, il va potentiellement falloir les remplacer. Ça, c'est à mes yeux, et aux yeux du Paris Saint-Germain, il y avait une autre demande qui apparemment était extrêmement prioritaire, c'est évidemment la question du gardien de but. La question du gardien de but sur laquelle on va revenir, qui divise, mais en tout cas, c'est justement le signe de la confiance que le PSG accordait à Luis Enrique, parce que Donnarumma était un gardien qui faisait l'affaire, on pouvait avoir des points positifs, des points négatifs, mais disons clairement, s'il signe à Manchester City, ça vous montre bien que c'était pas un tocard, mais apparemment la direction parisienne avait vraiment une question d'enjeu ici pour répondre à la demande de Luis Enrique. Et enfin, le dernier enjeu qu'on détaillera dans les ventes, c'était la partie assainissement des comptes. Parce qu'on a tendance à l'oublier, mais le fair play financier version 2025, celui qui concerne véritablement le Paris Saint-Germain, qui en plus s'est retrouvé à avoir une gestion peut-être un peu plus responsable, peut-être un peu moins, on claque énormément de thunes comme si on en avait à illimiter. Il y a la question des salaires en fait, il faut réduire la masse salariale du Paris Saint-Germain. T'avais beaucoup de joueurs en prêt que t'avais envie d'évacuer, t'avais encore des joueurs sous contrat qui avaient des salaires complètement déconnants par rapport à leur rôle sportif et finalement, pour un PSG qui a gagné la Ligue des Champions, le plus gros enjeu, même si c'est pas le plus sexy, c'était peut-être celui des ventes et pas pour aller chercher des millions en termes de montant de transfert, mais pour virer des gros salaires. Donc c'est vraiment le truc le moins sexy du monde. Et vu que je suis un youtubeur, je vais le reléguer à la fin de la vidéo et on va commencer par ce qui intéresse plus de gens, à savoir les achats. Commençons avec l'Ukrainien, Zabarny. Et Zabarny, pour moi, c'est un petit peu la perle rare. Je vous ai décrit les enjeux autour du recrutement d'un défenseur central du côté du Paris Saint-Germain. Zabarny, il coche toutes les cases. C'est un mec que tu peux imaginer numéro 1, c'est un mec que tu peux imaginer numéro 1 bis, c'est un mec que tu peux imaginer remplaçant. Il est jeune, il a une courbe de progression qui est absolument spectaculaire. Et vraiment, pour avoir beaucoup regardé Bournemouth et pour avoir analysé le joueur ainsi que son compère de défense centrale à l'époque, Huysen, je me dis que c'est une très belle prise. Il a un gabarit physique qui est absolument
spectaculaire. Et ça va être utile du côté du Paris Saint-Germain, qui est pas forcément l'équipe où je me dis que t'es la mieux armée athlétiquement, ne serait-ce que parce que ton milieu de terrain, c'est l'accumulation de joueurs format de poche, qui ont d'immenses qualités. Il s'agit pas de les remettre en question, bien évidemment, mais c'est bien d'avoir un peu de compensation. En plus de ça, Zabarni, c'est un joueur que je trouve très intéressant techniquement. Alors évidemment, à Bournemouth, il était beaucoup moins responsabilisé que ce qu'on pouvait attendre, parce qu'il évoluait à côté d'un génie en termes de relance, à savoir Hussein, qui est un joueur de football absolument délicieux quand tu le vois distribuer le ballon, mais il est clairement au niveau des exigences du Paris Saint-Germain. Et de toute façon, il faut bien se dire un truc, aujourd'hui, Luis Enrique, il fait la pluie et le beau temps du côté de Paris. Si t'as un joueur qui arrive en 2025, c'est qu'il est validé par Luis Enrique, qu'il est également validé par Luis Campos. Et Luis Enrique, vous connaissez son style de jeu, vous savez son amour pour la possession. Il peut même parfois être perçu comme un petit peu dogmatique, même si c'est pas aussi simple que ça. Forcément, il va pas faire venir un joueur qui a les pieds carrés. S'il apprécie tant Beraldo malgré ses errances défensives, c'est parce que Beraldo, même ses plus grands haters, doivent bien reconnaître que c'est un joueur qui a du ballon et qui a une capacité à faire des choses très intéressantes dans la relance. Donc Zabarni, pour moi, il cochait vraiment toutes les cases. Je trouve vraiment que ça fait partie de ce genre de profil qui est très onéreux, parce qu'il faut quand même bien le dire, hein, tu poses 63 millions d'euros sur lui, alors que sur le papier, il débute même pas titulaire, ça peut paraître immensément cher, mais c'est un peu comme ce que je vous disais à l'époque pour João Neves. C'est que oui, il y a des joueurs qui sont chers sur le marché des transferts, oui, il y a un moment, tu casses vraiment ta tirelire pour aller les chercher, mais si le joueur il reste dans ton club 10 ans, si ça devient rapidement un titulaire indiscutable et s'il met tout le monde d'accord, son montant de transfert, dans ne serait-ce que 2 mois, t'inquiète pas, t'en parleras même pas, ce sera pas un sujet. Et c'est même pas un joueur que je trouve absolument déconnecté du marché des transferts d'ailleurs. Il y a certains recrutements où je bug un petit peu, mais Zabarni, très franchement, alors c'est un joueur qui a certes explosé assez rapidement aux yeux du monde, parce que c'est la saison dernière avec Bournemouth qui a vraiment mis la charnière Hussein Zabarni sur toutes les lèvres, mais il y avait des gens pour l'acheter, c'est pas pour rien. Bournemouth pouvait se permettre d'être dur en négociation, c'est pas pour rien. Franchement, je trouve que c'est tout simplement une excellente recrue. Il est mobile, il est jeune, il est bon tactiquement, il a un profil technique qui correspond au Paris Saint-Germain, physiquement c'est une vraie bête. Merci, au revoir, emballé, c'est pesé. Un nom qui prête un peu plus à débat, c'est celui de Lucas Chevalier. Alors j'en avais déjà beaucoup parlé, je vais pas remettre le débat sur le cœur de la table, parce que finalement, on en a parlé 1000 fois. Faut avoir en tête que oui, il y avait une demande de Luis Enrique sur un changement de gardien. Oui, le Paris Saint-Germain fait une confiance aveugle en Luis Enrique. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est pas une erreur? Je sais pas, mais la question elle est là finalement. La question, c'est pas Donnarumma ou Lucas Chevalier. La question, c'est à quel point il faut donner les pleins pouvoirs à Luis Enrique. Si vous êtes pour donner les pleins pouvoirs à Luis Enrique, ce transfert, il est même pas à discuter. C'est une volonté du coach. Si vous êtes un peu plus sceptique sur Luis Enrique, alors là, effectivement, on peut ouvrir le débat Donnarumma-Chevalier, parce qu'il faut pas oublier que Chevalier, il arrive en signant un contrat de 5 ans, et que Luis Enrique, ça m'étonnerait qu'il reste 5 années encore du côté du Paris Saint-Germain. Alors qui sait, hein, peut-être qu'on se dirige vers un destin à la Pep Guardiola, à la Jürgen Klopp, à la Arsène Wenger à l'époque du côté d'Arsenal, mais on sait comment ça se passe dans le football, le héros d'un jour peut être le pestiféré du lendemain. Bref, tout ça pour dire que Lucas Chevalier, il a été cherché pour ça, et il a été cherché parce que les opportunités de gardien sur le marché des transferts sont relativement rares. La demande de Luis Enrique, c'était, de ce qu'on en a compris, d'avoir un gardien qui peut s'incorporer un petit peu plus au jeu. On a beaucoup mis en avant le jeu au pied, ce qui n'est pas la plus grande force de Lucas Chevalier, malgré tout, même s'il est meilleur que Donnarumma, faut le préciser. Et je pense que le côté joueur disponible sur le marché a fait que tu as été le chercher lui. Mais l'incorporation au jeu, c'est pas que le jeu au pied. Et dans les premiers matchs avec Lucas Chevalier qui a disputé le Paris Saint-Germain, ben on commence à voir effectivement qu'il y a des contraintes tactiques, je l'avais expliqué dans la vidéo dédiée, qui pesaient sur le Paris Saint-Germain. Et faut pas oublier que c'est pas parce qu'un joueur vous semble pas limitant dans un secteur de jeu qu'il n'y a pas une limite bel et bien réelle. Le but d'un entraîneur, parfois, c'est de mettre ses joueurs dans des configurations telles que leurs limites s'expriment pas. Je vous donne un exemple concret. Je vous ai dit qu'Huijsen était extrêmement responsabilisé dans la relance du côté de Bournemouth. Il se trouve que Zabarni était plutôt doué dans le domaine également, mais admettons que Zabarni n'avait eu aucun talent à la relance.
ils auraient encore plus responsabilisé Huijsen. Alors évidemment, on aurait vu que Zabarny n'était pas le plus doué du monde dans le secteur, mais t'aurais caché un peu la misère en donnant toutes les responsabilités à Huijsen. Donnarumma du côté du Paris Saint-Germain, c'est un peu ça. C'est qu'en fait, Luis Enrique se privait de certains circuits de relance, de certains modes d'intervention de son gardien pour coller aux qualités du portier italien. Bon, t'as fait ce deal, t'as répondu à la demande de ton entraîneur. Pour moi, c'est ni un bon ni un mauvais recrutement, c'est simplement une opportunité de marché que tu vas saisir, qui répond aux demandes d'un entraîneur qui est omnipotent du côté du Paris Saint-Germain, et c'est plus un révélateur de ta stratégie globale et de qui est important dans l'organigramme sportif de Paris, que véritablement une question qui mérite d'être débattue sur l'aspect qui est le meilleur, comme dirait ce cher Unai Emery. Au final, tu remplis pour moi tes obligations principales avec ces deux recrues, mais tout n'est pas parfait. Je vous parlais d'une recrue offensive qui m'aurait particulièrement intéressé, je vous parlais du fait que finalement à Dembélé ça peut se blesser, que tes hommes forts devant ils peuvent avoir des périodes un peu plus faibles, surtout que t'enchaînes beaucoup de compétitions, surtout que des mecs comme Kang In Lee semblent reculer encore, toujours plus dans la hiérarchie. T'as pas été chercher de profil. Est-ce que ce sera pour le mercato hivernal? Est-ce que c'est parce que tu comptes sur des jeunes type Mbaye, Mayoulou un peu plus reculé? C'est une possibilité. Moi, je me dis, dommage. Il y a également la question du milieu de terrain, où finalement t'as 4 noms de grande qualité, avec Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz et Zaïre Emery. Tu aurais pu imaginer un nom supplémentaire, peut-être pour être un remplaçant un peu plus naturel du côté de Vitinha, mais là je suis pas trop inquiet, parce que je me dis finalement t'as des joueurs qui sont tellement intelligents, il y a parfois tellement de permutations au cours des rencontres que t'es capable d'avoir des rôles interchangeables, et que finalement le remplaçant à João Neves, ça peut être plusieurs joueurs, y compris des joueurs qui sont titulaires à côté de lui en temps normal. Alors certes, en termes de qualité absolue, de titulaire bis, t'en comptes que 4, mais t'as de quoi faire le nombre au milieu de terrain. Un Kang In Lee, tu peux l'imaginer ici, un Désiré Doué, tu peux l'imaginer ici, un Mayoulou, tu peux l'imaginer ici, et t'as quand même 4 joueurs qui ont la gueule de titulaire, donc pour un milieu à 3, je me dis que c'est relativement honnête. Et puis le dernier point qui pour moi n'était pas une grande demande de ma part, c'est la question du banc pour les latéraux. Alors j'avais fait une vidéo, le problème du PSG avec Hakimi, qui était une vidéo où je vous disais que c'était très très dur de recruter un remplaçant à Hakimi. Je pense que le Paris Saint-Germain s'est retrouvé avec le même constat. Tu peux pas recruter un joueur qui est un bon remplaçant pour Hakimi ou pour Nuno Mendes, surtout pour Hakimi, parce que Hakimi joue tous les matchs, donc il faudra un joueur qui accepte de jouer que des quelques petites minutes de jeu, parce que Hakimi, c'est pas un latéral normal, il fait tellement de trucs qu'en fait, tu prends un latéral lambda, il est pas capable de faire le quart de ce que fait Hakimi, et j'ai presque envie de dire qu'un Zaïre Emery est un remplaçant en termes de profil plus naturel à Hakimi que bon nombre de latéraux sur le marché, donc en fait, tu te serais ruiné pour un joueur qui aurait eu un nombre famélique de minutes de jeu qui, à cause de ça, n'aurait pas été au niveau quand on aurait eu besoin de lui en tant que titulaire et qui, de toute façon, aurait potentiellement pas accepté ce statut. Alors, il y a le fantasme de recruter un latéral qui peut évoluer à droite et à gauche et remplacer Nuno Mendes et Hakimi, et comme ça, vu qu'il remplace les deux, il a un peu plus de minutes de jeu, tu peux te permettre d'aller prendre un profil un peu plus qualitatif parce que il va gratter des minutes en allant des deux côtés et ce sera quand même important. Pour moi, ça marche pas. Ça, c'est une réflexion de joueur de FIFA parce que deux problématiques. La première, c'est il aura un nombre brut de minutes plus important, mais ça te permet pas pour autant d'attirer un top joueur parce que le top joueur, il est pas con. Ce qu'il veut jouer, c'est pas le match de Ligue 1 contre... Je vais citer le FC Nantes, c'est l'équipe que je supporte, personne pourra me traiter de rageux contre Nantes, mais c'est pas le match contre Nantes qui veut disputer ce top joueur, c'est la finale de Ligue des Champions, c'est le match coup près qui est hyper important, et il sait très bien que si Nuno Mendes et Hakimi sont aptes, il ne le jouera pas, donc ça lui fait une belle jambe d'avoir des minutes contre des équipes qui ne comptent même pas dans la saison du Paris Saint-Germain, et en plus des latéraux de très haut niveau qui sont capables d'évoluer des deux côtés. Alors déjà, j'en vois pas, mais là c'est peut-être à chaud mon manque de culture footballistique, je l'assume, qui fait que je vois pas des profils qui existent, mais quand bien même vous serez capable de me donner un profil qui, 1, existe, 2, peut accepter ce poste malgré ce que je viens de dire, il jouera pas les matchs importants, on en revient toujours au fait que remplacer Hakimi, c'est compliqué, et que même si t'es un très bon latéral, t'es pas forcément un très bon latéral façon Hakimi.
Parce que Hakimi, il a une capacité à répéter les efforts qui est surréaliste. Parce que Hakimi, il a les qualités offensives d'un joueur qui pourrait être ailier. Parce que Hakimi, malgré tout, c'est un mec qui touche 100 ballons par match du côté du Paris Saint-Germain, donc c'est pas un simple contre-attaquant qui a de la caisse. Et ça, bah finalement, vu que tu peux pas le trouver, moi je suis très content que le Paris Saint-Germain soit dit en termes de mercato, bon, ben on va miser sur le fait que la doublure numéro 1 d'Hakimi, c'est Zahir Emery, et en plus ça tombe bien parce que Zahir Emery c'est un très jeune joueur, on a tendance à l'oublier, mais qui a besoin de temps de jeu du côté du Paris Saint-Germain, qui en aura grâce à cette double casquette, et même tactiquement, je pense que ça peut être pas mal d'évoluer à ces deux postes, parce que ça va lui donner de la culture tactique supplémentaire, et qu'en plus, bah, il n'est pas remplaçant latéral droit dans une équipe classique, il est remplaçant d'Hakimi au Paris Saint-Germain. Je dis pas ça en mode c'est un niveau extraordinaire, même si c'est le cas, c'est surtout en mode de mission. Il n'est pas pur latéral droit, il s'éloigne pas tant que ça de ce qu'il peut parfois connaître en tant que milieu de terrain. Donc vous l'avez compris, mon avis est globalement positif sur les achats du Paris Saint-Germain. Passons maintenant au sujet qui ennuie tout le monde, mais ce sujet est crucial pour le Paris, c'est le sujet des ventes. Voilà ce qu'a évacué le Paris Saint-Germain au cours de ce mercato estival, et vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de noms, vous vous rendez compte qu'il y a également beaucoup de prêts, et qu'il y a quelques montants particulièrement intéressants. On va commencer par la question de Donnarumma. La question de Donnarumma, je l'avais évoquée dans une vidéo dédiée, et j'aimerais commencer en disant un truc, c'est que je suis très content pour l'Italien. J'ai beau être dans l'empathie complète de Luis Enrique à travers le recrutement de Chevalier, j'ai beau trouver ce mouvement intéressant, j'ai beau considérer que dans le football de haut niveau, c'est avant tout la performance qui prime, la recherche de l'équipe qui correspond le mieux à ta philosophie de jeu, que les sentiments doivent pas être la boussole ultime, bah ça n'empêche pas que j'ai de l'empathie pour les joueurs. Et Donnarumma, ça m'embêtait un petit peu de le voir dans cette situation du côté du Paris Saint-Germain. Moi, je suis extrêmement content de me dire qu'il trouve un point de chute à Manchester City. Parce que Manchester City, c'est cool pour lui et parce qu'on ne peut pas dire qu'il se retrouve puni dans cette affaire. Il va évoluer dans une top équipe mondiale, il va évoluer en Première Ligue, il va évoluer avec Pep Guardiola. Bref, je vais pas dire qu'il est gagnant dans cette histoire, c'est bien plus complexe que ça et ce serait manquer de respect au Paris Saint-Germain, mais en tout cas, il n'est pas le dindon de la farce, il trouve un très bon point de chute et humainement, je trouve que c'est bien mieux. En plus, pour le Paris Saint-Germain, t'en tires 30 millions d'euros, ce que je trouve vraiment très bien étant donné les conditions, c'est-à-dire un portier à 1 an seulement de la fin de son contrat, 2 un joueur qui est persona non grata et où c'est galère de l'avoir dans l'effectif, tu veux vraiment l'évacuer pour mettre Lucas Chevalier en confiance, tout le monde le sait, donc évidemment t'es pas en position de force dans la négociation, donc très belle vente du Paris Saint-Germain, ils vont se délester d'une année de salaire qui est tout sauf anodine pour Donnarumma, et ils vont se doté de 30 millions d'euros de montant de transfert, donc franchement très très bien, et je me dis que l'opération recrutement Lucas Chevalier est économiquement un truc qui est hyper intéressant. D'autant plus, rappelons-le, Donnarumma, arrivé librement, financièrement, comptablement, ça fait plaisir. Un autre point qui fait plaisir, c'est Mukiele. Et là, je dois vous avouer que je me demandais un peu comment ça allait terminer pour Mukiele, parce que c'est un joueur qui a une carrière qui est intéressante, qui a fait quand même pas mal de gros clubs, qui pourrait avoir des prétentions sportives assez hautes. Et quand je vois qu'il part en Première Ligue pour 12 millions d'euros, plus précisément du côté de Sunderland, je me dis que c'est absolument magistral et que c'est un cadeau des dieux. Parce que 12 millions d'euros, finalement, tu as une opération neutre en termes de transfert par rapport à ton achat et la vente, sauf que tu l'as eu quelques années entre-temps. On peut pas dire qu'il ait remonté sa cote pour autant, parce que c'était un joueur qui avait une belle cote quand il a débarqué du côté de Paris. C'est un joueur qui accepte une destination qui est pas la plus prestigieuse du monde, merci l'agent. Et finalement, c'était un gros salaire, Mukiele, donc c'était pas gagné que tu arrives à t'en sortir. Et cette opération, elle est hyper positive. Asensio, de son côté, attendait le signe d'un grand club. Finalement, c'est Fenerbahçe. Le montant de transfert peut être jugé comme relativement faible eu égard à la qualité du joueur. Mais j'ai envie de dire qu'Asensio, finalement, tu l'avais recruté librement. Donc, t'as pas une grosse attente côté montant de transfert. L'enjeu, c'était surtout de se défaire comme Mukiele de son très gros salaire par rapport à ce qu'il pouvait apporter à Paris. C'est chose faite, c'est un peu la même chose du côté de Skriniar. Et puis Carlos Soler, mine de rien, je suis assez halluciné de la trajectoire de ce joueur. C'est un joueur qui avait été recruté 18 millions d'euros à l'époque où il était valorisé, tenez-vous bien, ça fait tout bizarre de dire ça en 2025, 50 millions d'euros. Ici tu l'évacues
pour pas grand chose, 6 millions d'euros du côté de la Real Sociedad, mais finalement son prêt à West Ham l'a pas supra-valorisé, et là je vais me répéter, mais la moins-value de 12 millions d'euros, vous avez vu, calcul mental, du côté du Paris Saint-Germain, on s'en bat les cacahuètes, ce qui compte c'est se défaire de son salaire, et t'as réussi à le faire, donc là j'ai envie de dire c'est juste bien joué. Est-ce que tout est positif côté vente? Non, moi j'ai une grosse déception, c'est Kolo Muani. J'en ai parlé dans ma vidéo d'hier, mais dans un marché de numéro 9 où tout le marché est en train de s'affoler, où tu as des montants absolument énormes qui sont posés, où de toute façon tout le milieu du foot est inflationniste parce que tu as des revenus de clubs qui augmentent, sauf en Ligue 1 à cause de revenus de droit TV, mais on n'en parle pas, on veut pas se déprimer. Y a personne pour poser un petit 50 millions d'euros sur Randal Kolo Muani. Je trouve ça hallucinant que tu n'arrives pas à trouver une meilleure solution qu'un prêt du côté de Tottenham. Alors j'en ai parlé hier, c'est peut-être à cause de l'imbroglio avec la Juventus où finalement chacun s'est retrouvé à avoir d'énormes reproches à faire à l'autre. Je parle entre les deux clubs. C'est dommage même pour Kolo Muani qui avait l'air de s'épanouir du côté de la vieille dame. Mais je me dis que Paris repousse encore un petit peu l'échéance. Au moins, je mets le focus sur les salaires. Tu vas pas payer son salaire cette saison, mais tu aurais pu au moins t'enlever cette épine du pied de façon définitive une bonne fois pour toutes et finalement tu vas devoir attendre un petit peu. Et puis derrière, t'as Moscardo qui est prêté une nouvelle fois pour qu'il continue à grandir et Renato Sanchez qui est prêté parce que lui, honnêtement, ça me fait très mal de dire ça parce que Renato Sanchez à une époque il m'a fait rêver, mais qui va poser de l'argent là-dessus? J'ai du mal à porter des reproches sur le Paris Saint-Germain à pas réussir à refourguer définitivement Renato Sanchez. Globalement, qu'est-ce qu'on va retenir de ces ventes? Tu dégraisses massivement ta masse salariale. C'était peut-être là le plus gros enjeu du Paris Saint-Germain au cours de ce mercato estival. C'était pas d'aller recruter des stars parce que t'as déjà une top équipe. C'était pas d'aller choper du montant de transfert absolument magistral parce qu'il faut pas oublier que l'année dernière a été extrêmement lucrative pour le Paris Saint-Germain avec la Coupe du Monde des clubs et avec la Ligue des Champions gagnée. Non, c'était vraiment d'assainir les comptes, d'assainir ton budget. C'est chose faite. J'ai un petit regret, je vais quand même le formuler, sur un joueur comme Kang In Lee, par exemple. Alors, je ne dis pas que Kang In Lee est un indésirable qu'il faut absolument virer, mais j'ai l'impression qu'aux yeux de Luis Enrique, il recule un petit peu dans la hiérarchie. S'il avait été vendu, il aurait fallu faire venir un autre joueur, parce que mine de rien, il y a une question de banque qui est quand même à considérer du côté du Paris Saint-Germain. Mais je me dis, est-ce qu'on va pas se retrouver cet hiver ou l'été prochain en se disant... L'histoire entre Kang In Lee et le Paris Saint-Germain, elle était déjà plus ou moins terminée été 2025. Peut-être que Paris a loupé le wagon pour le vendre. Après, encore faut-il recevoir des offres à la hauteur de la valeur du joueur. Ça dépend pas que de toi, mais j'ai peur que ce soit un sujet qui revienne d'ici quelques temps. Alors du coup, ma conclusion, est-ce que le mercato du PSG est réussi ou raté ? Moi, j'aurais tendance à le considérer comme étant un mercato réussi par rapport à la philosophie de ce PSG. La philosophie de ce PSG, c'est de pas complètement bousculer un groupe qui convient à Luis Enrique et qui doit valider chacun des recrutements. Avec Zabarni, tu tiens une perle rare qui peut effectivement occuper ce fameux rôle de numéro 1 bis qui va pas trop déranger Marquinhos, mais qui en même temps peut lui prendre la place si Marquinhos fait trop de contre-performances. Si Marquinhos sort par la grande porte après une saison pleine, tu sais que Zabarni aura les épaules pour reprendre le poste de titulaire. Tu réponds à la demande de ton entraîneur avec le dossier Lucas Chevalier. Là-dessus, c'est plutôt cool. Je pourrais pointer du doigt un léger manque de banc où tu vas devoir compter sur des jeunes dans certains secteurs de jeu, où t'espères que t'aies pas de contre-performance de certains éléments de ton équipe, mais après tout, rien n'est jamais parfait. Et puis surtout, ce qui m'amène un peu de tolérance, c'est que le mercato du Paris Saint-Germain, il n'est pas ultra dépensier. Il est plutôt intéressant, quand tu regardes la balance des transferts, tu es sur quelque chose qui est totalement raisonnable, et en fait tu as une gestion en bon père de famille, si vous me permettez l'expression, du côté de Paris. Ça, on ne l'a pas toujours vu, et à l'heure où Paris a encore, auprès de certains, une réputation de club qui a déréglé le marché, quand tu regardes les mercatos du côté de la Première Ligue, avec des centaines de millions claqués, j'en parlais, Nottingham Forest, c'est quasiment 240 millions d'euros claqués cet été. Le Paris Saint-Germain à côté, c'est peanuts. En plus, on va me parler du fait que Nottingham Forest a vendu, mais ils ont quand même une balance des transferts qui est négative à largement plus de 100 millions d'euros. Je trouve que le mercato est intéressant dans le côté bonne gestion et surtout tu t'offres une possibilité d'avoir des montants de transfert importants posés au cours du mercato hivernal. Elle est terminée l'époque où il n'y avait aucune bonne affaire du côté du mercato hivernal de dispo.
T'as été chercher Gvara l'année dernière, ça le prouve bien. Vous allez me dire, ouais, mais Gvara, c'est un top joueur qui était dispo en hiver, mais ça reste rare, c'était une opportunité. Ouais, mais des opportunités, t'en as souvent qui se dessinent. On a tendance à le minorer, et puis surtout, si je vois une petite faiblesse dans le mercato de ce PSG, bah, c'est une faiblesse du côté du banc. Et pour le coup, des joueurs qui constituent ton banc au milieu de terrain ou sur la partie offensive, je pense que t'en auras, quoi qu'il arrive, dispo au cours du mercato hivernal. Je pense également que t'as quelques clubs qui vont se retrouver rattrapés par la police des gendarmes financiers. Je parle pas forcément du fair play financier, mais simplement des questions de gestion qui vont devenir en cours de saison frappantes comme étant pas hyper saine, et du coup peut-être que là t'auras des noms à récupérer. Et puis je terminerai en disant que pour moi c'est globalement réussi parce que bah, t'as réussi à évacuer pas mal de gros salaires, et pour un club qui gagne la Ligue des Champions, pour un club qui repose sur la vision d'un entraîneur qui est très attaché à ton groupe, bah, ce qui compte c'est également d'avoir un effectif qui est pas trop large, d'avoir un effectif qui est cohérent, et j'ai l'impression que Paris se dirige là-dessus. Donc c'est pas parfait, mais c'est réussi. Et c'est intéressant également d'analyser un mercato qui est plus calme qu'à l'accoutumée, qui suscite moins d'attentes, moins de hype. Alors je suis un peu bête, je vous fais une vidéo d'une demi-heure sur le mercato de Paris qui intéresse le moins depuis quelques années, mais bah, c'est pour ça que je le fais aussi. Ça intéresse moins, mais moi je trouve ça d'autant plus intéressant. Sur ce, je vous dis à demain pour une prochaine, kiffez bien votre journée, salut.